Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Vous faites bien de rester au contact de cette production qui aborde son troisième palier. En ce jour, puisque nous sommes portés au mercredi 19 juillet 2017. Le panel est constitué comme il est de tradition. Charles Armel est là, Megui est là, Bombok Bengan est bien sûr avec nous. Et notre cher Haribel qui va d'ailleurs nous accorder l'histoire du jour et c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue à tous. Bonjour Didier Patrice, bonjour Charles Amel, bonjour Megui, bonjour Bombok Bengan et bonjour à vous. Si tu me permets Didier Patrice de dire un bonjour au CC. Tu connais les CC? Non. Ce sont les coupe-cœurs. Coupe-cœur, les gars coupe-cœur. Les gars qui passent le temps à nous couper le cœur, qui veulent nous donner l'AVC. Bonjour à vous. C'est grave. C'est très très grave. Mais ça, voilà une femme. On dit quand la femme, sa bouche sort, on dit que sa bouche sort. Maintenant, celle-là, elle est une bonne. Elle est bonne comme ça. Donc, elle est attentionnée. Quand son mari rentre, elle mange à table avec son mari. Elle déshabille son mari. Elle fait tout. Elle pose les questions à son mari. Comment a été la journée? Comment ton patron s'est comporté et tout. Seulement que hier, ça a pris feu. Bon, monsieur est rentré, fatigué. L'homme voilà qui se verse sur le canapé. Le sommeil le ramasse une fois. Mais ça, il dort. La femme, comme d'habitude, puisqu'elle est une bonne femme, elle vient, elle enlève la veste pour qu'il ne s'étrangle pas. Elle enlève la cravate, elle enlève le pantalon. Le temps d'enlever ça sur les pieds comme ça là. Qu'est-ce qui tombe? Un préservatif. Oh, oh, oh. Vous allez croire que c'est un préservatif emballé. Préservatif utilisé. J'ai dit, le préservatif utilisé est sorti du pantalon de son mari, tombé au son de tiglit. Ah bon, directement non. Comment elle respectait? De la poche. De la poche de son pantalon. La poche du pantalon de l'homme. Parce qu'elle a retiré le pantalon comme ça, non. Quand ça traversait les pieds là, là c'est tombé. Directement, lève-toi. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? DJ Pat, c'est grave, quand elle est venue me voir, non, elle pleurait. Elle pleurait que je suis une bonne femme, je donne tout. Quand il veut, je donne. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Donc elle veut la solution, disait Patrice. Elle veut la solution, elle ne sait pas comment faire. Affaire compliquée. Merci Haribel. Elle est compliquée, hein, cette affaire-là. Dans la mesure où, à sa place, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce qui aurait été à la place de l'homme. Je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait. Maintenant, il vaut peut-être mieux pour nous que nous prenions la vie d'une dame. C'est-à-dire qu'à la place de la femme en question, Megui, qu'est-ce qu'elle aurait fait à la place de cette dame? Je ne sais pas pourquoi les hommes qui m'entourent rient, parce que mais je vais dire 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron, et ceci dénote. Excusez-moi, je ne sais pas si avec la réalisation on peut avoir les mines de Charles Arbel et de Bombok, parce qu'ils s'attendent à ce que je tire franchement sur les hommes. Mais non, plus sérieusement, on a donc des femmes qui vivent ce genre de situation presque tout le temps. C'est pas et ça dénote ici du calvaire qu'endurent certaines femmes dans le foyer. Quand vous dites presque tout le temps, vous êtes un peu sévère envers les hommes. Non, mais c'est un secret de polichinelle. On sait très bien que... Sur ce plateau, il n'y a pas ce genre d'exemple. Non, mais presque tout le temps. On n'a pas... C'est pas le premier témoignage. Oui. On est sur les réseaux sociaux, on est dans des forums de discussion où on a des forums féminins, où on a justement ce genre de cas qui reviennent tout le temps. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Moi, quelle aurait été ma réaction? Je ne peux pas te dire. C'est clair que j'aurais été franchement offensée. J'aurais été très courroucée, mais on juge le maçon au pied du mur, donc je ne peux pas aujourd'hui dire quelle aurait été ma réaction, mais ce que je vais dire, c'est que ça, c'est l'histoire de la majorité des femmes qui endurent beaucoup de choses dans des foyers. Aujourd'hui, on va dire que oui, les femmes sont ci, sont ça, sont ci, sont ça. Vous ne savez pas, quand vous voyez des femmes qui réagissent, ce qu'elles endurent. Quand vous avez votre mari qui rentre, et vous êtes attentionné, parce qu'on va vous dire que oui, quand un homme se comporte comme ça veut dire que la femme ne fait pas ce qu'il faut dans la maison. C'est archi faux. On a instauré dans la tête des hommes que oui, un homme ne peut pas avoir une femme. Ils ont leur fameux langage selon lequel on ne peut pas manger le riz tous les jours. C'est devenu aujourd'hui tellement un problème même psychologique. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés ce fait-là que même par suivisme, ils sont enclins à aller faire ce genre de comportement d'adultère. C'est tout simplement malheureux parce que ici, ça dénote du manque de respect qu'on peut avoir envers son épouse. Non mais Megui, la culpabilité de l'homme n'est pas pour autant avérée.
au nom de ce qu'on a retrouvé. Non, la culpabilité, un préservatif usagé dans la poche de votre mari, comment ça a fait pour se retrouver là? Il aurait été en train de nettoyer, je ne sais pas, son bureau, ou je ne sais pas pourquoi, ou passer dans la rue. Ah oui? Et il a eu un préservatif usagé, il a glissé dans sa poche. Non, vous-même, quand vous essayez de justifier ce genre de choses, par quelle magie vous pouvez justifier ça? Rien n'atteste que c'est lui. L'irresponsabilité, le manque de respect. Un examen scientifique n'atteste que c'est lui et que c'est sa propriété. Il faudrait bien préciser Merci Charles, regardez la parole. À ce niveau, il faudrait qu'un examen, n'était-ce pas un coup bas qu'un collègue peut-être lui aurait tendu? Voilà. N'était-ce pas un coup? Non, il faut imaginer. Il faut prendre ça sur tous les plans. Et tu excelles dans cet art d'imaginer. Oui, c'est ça notre rôle. Notre rôle n'est pas de dire, ça peut être que ce monsieur est la victime d'un harcèlement sexuel de la part de sa patronne. Effectivement. Il se retrouve à tomber. Ça peut être. Rien n'atteste qu'à ce moment précis, ce monsieur soit passé à l'acte. Premier point. Rien. D'autant plus qu'il est sous. Oui. D'autant plus qu'il est rentré sous, il était couché sur le lit. Donc, il était fatigué. Il était fatigué. Oui. À votre avis, vous pensez seulement que c'est les activités physiques qu'il a posées qui l'ont fatigué? Moi, ça peut être même l'activité émotionnelle. Je suis d'avis avec Charles. Oui, bien sûr. Bon, à ce niveau, tout s'ouvre. Encore que ça pourrait être un piège. Hein? Généralement, il ne rentre pas fatigué. Mais je vous assure, il y a des pressions curieusement, sociales. ce jour, il est revenu fatigué. Voilà, curieusement. Ça pourrait être un piège, même de son épouse aussi. Et il n'a même pas pu. Un acteur, d'acteur de chez acteur, pour parler comme au quartier, aurait pris la peine de maquiller le crime avant de rentrer. S'il arrivait là, non, c'est un piège. Ça me fait pas dire, c'est un piège. Je ne peux pas croire ça. C'est curieux. Et sa femme même ne devait même pas faire cas de ça. Elle ne devait même pas en parler. Qu'est-ce qui constitue le piège? Meggy, dans les commodités, effectivement, du bien-être de leur foyer, la dame aurait dû l'amener à rentrer dans la chambre. Qu'est-ce qui constitue le piège? Le fait que le préservatif ait été glissé, supposons même par quelqu'un d'autre. Mais le fait est que ce préservatif est usagé et a des traces. Meggy, est-il rentré 1 minute avant l'heure habituelle? Ou est-il rentré 1 minute plus tôt? Parce qu'il y a trop de questions. Il faut poser les questions. Non, mais ça, dans lesquelles aujourd'hui, le fait que le mari rentre à l'heure à la maison est une garantie qu'il est fidèle. Il y a des hommes qui sont chez eux à 18 heures, mais ils entretiennent une seconde vie. Je suis de ceux qui pensent qu'il s'agit dans ce cas d'un piège. Bon, nous avons un ancien sur ce plateau qui va certainement apporter son analyse de la situation. C'est compliqué, affaire compliquée, hein, carrément, Bombok Bengan, mais quand même, il y a des petites curiosités dans l'orchestration de ce scénario. Non, cette affaire n'est pas compliquée du tout, mais je comprends que la femme peut avoir, parce que c'est une surprise de ce genre, que son intimité, hein, parce que ce n'est pas l'intimité de l'homme, c'est son intimité, puisque c'est son mari. Oui. Son intimité a été découverte dehors. Bon, elle peut avoir, ça se justifie, ça se comprend. Mais il appartient maintenant à l'homme de dire, si c'était un bandit, je pense qu'il aurait enlevé le préservatif. Dans l'histoire, on nous dit qu'on a brutalement révélé que c'est quoi ça. L'homme n'a pas avoué. Non, ne le condamnons pas. Mais est-ce qu'ils avouent souvent? Est-ce que vous avouez? Non, on avoue. Vous avouez souvent? Est-ce qu'il a avoué? Maintenant, si c'est vrai que la femme, d'abord, elle doit être contente que son mari sort avec le préservatif, si c'est le cas, et qu'il n'y a pas risque d'infection, de maladies sexuellement transmissibles à la maison. Donc, ça veut dire que c'est un mari qui protège son épouse. Première chose. Maintenant, si c'est effectivement que le mari a eu des rapports extra-conjugaux, mais attendez, il y a les accidents peuvent arriver. Vous avez vu, je ne sais plus dans quel pays était Barack Obama, ça devait être en France ou en Allemagne, le Lincoln, la voiture présidentielle est tombée en panne. Vous imaginez, même Paul Biya à un moment donné ici, il va là travailler ici, sa voiture est tombée en panne. Oui. Il y a ça s'appelle les cas d'accident. On vous dit que le représentant du PNUD qui allait au Tchad, son cortège a percuté un enfant à Kousséri, il y a des accidents. Donc il peut arriver que l'homme, précisément parce que c'est la femme qui aime dire
les hommes nous harcèlent sexuellement et tout. Nous, on ne parle pas généralement le harcèlement sexuel de la part des femmes. On en est victime. Lorsqu'on regarde bien le comportement de cet homme, il aurait été harcelé par la femme. Et peut-être il est passé à l'acte et là, il a même honte en réalité. Bon, la curiosité quand même, hein, c'est le fait qu'on ait retrouvé effectivement ce préservatif. Ça veut dire qu'il ne voulait pas, même s'il est passé à l'acte, il ne voulait pas. Donc, il ne voulait pas. C'est tellement on l'a forcé, on l'a obligé. Arrivé, tu peux le constater ainsi que nos téléspectateurs qu'on est entouré de véritables machos. Des bandits. Des machos sur ce plateau. À aucun moment, ils n'ont même condamné. Écoutez, la culpabilité de l'homme n'est pas avérée. Hein. C'est pas avéré. Il peut être qu'il s'agisse justement d'une sorte de machination ou d'orchestration, d'imagination même de son ça peut être même aussi... puisqu'il est rentré fatigué. Non, ça peut être aussi que ce monsieur est malade et il cache à sa femme. Il souffre d'éjaculation précoce. On peut imaginer que ce préservatif qu'il utilise est une protection en vue de ne pas salir ses sous-vêtements. Non, il y a ça parce qu'on connaît des gens qui souffrent de cette maladie pour la simple raison d'avoir vu une femme, il se retrouve à la chaîne. Donc je pense que sa femme devrait le ramener vers elle et ensemble les consulter. Allez, merci à tous pour vos réactions. On va rappeler que les téléspectateurs pourront également venir sur cette antenne avec leurs différentes propositions sur le sujet, l'histoire du jour à nous proposer par Haribel. Megui, je voudrais que vous nous livriez quand même quelques SMS si on en a quelques-uns qui sont arrivés déjà. Ben, on va essayer de voir. L'histoire de notre cher Haribel. J'en ai perdu mon latin hein, parce qu'aujourd'hui, Mombok et Charles Armel, franchement, ils m'ont cloué le bec. Il y a des situations parce que l'homme n'a pas l'habitude de se plaindre. Et Kinos nous a montré le cas dernièrement, un 15 février dernier, l'homme subissait la bastonnade de son épouse. Il avait même honte d'en parler. Ils sont nombreux. Allez, vous merci. bastonnez les femmes chaque jour. Mais on est passé sur le sujet. Les femmes, il y a beaucoup de féministes hein, sur ce plateau, ça se comprend. Mais écoutez, les hommes ne sont pas non plus coupables de tout et de tout. Hein. Tous les jours, ils ne rentrent pas fatigués. Tous les jours, on n'a jamais créé de la situation de violence faite aux hommes. C'est pas tous les jours qu'il va s'affaler sur le canapé carrément. Donc pour la première fois que ça se fait, curieusement, c'est madame qui arrive et qui découvre qu'il y a... Je suis désolé quand vous dites que les hommes ne se plaignent pas. Allez. Vous vous plaignez chaque jour. Et quand vous avez la chance même de tomber sur une bonne femme comme celle-là, vous ne vous contrôlez pas. Quand vous ne vous contrôlez pas, bien que tu me laisses encore dans le doute, que je reste et dise que je suis que mon mari me trompe, que de me prouver ça, de me montrer au rat que tu me trompes. Qu'est-ce qui t'a coûté de ne pas jeter ça? Quand tu n'as pas jeté, tu allais faire où? C'est dans la voiture. Dans quelle voiture? La voiture où j'entre avec les enfants? Non. Merci. Je peux pas donc, allez, sortons du sujet, Megui, d'accord. Voilà, quelqu'un qui nous dit qu'une femme peut être jaloux du mariage de ce monsieur et mettre ce préservatif. Merci beaucoup. C'est un homme, je suis sûr. C'est un homme, je suis sûr. C'est une femme qui l'a dit. Ça t'arrange, Charles Armel. Même dans son temps, ça peut arriver. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Armel. Cet homme est en train de mettre sa femme à l'épreuve, car on dit qui aime bien châtie bien. Merci beaucoup. C'est un homme. Voilà. Il n'y a que des hommes pour écrire le genre de message. Vous pouvez également réagir, hein, vous, chers amis téléspectateurs, sur le sujet du jour et même tous les sujets d'actualité qui seront abordés tout au long de cette production. Je vous propose de prendre à l'instant la colère de Charles Armel qui va se pencher sur un sujet essentiel de l'actualité parce qu'il est question de revenir sur les thématiques abordées par nombre de nos producteurs ou si vous voulez artistes, musiciens et interprètes et autres. Parce que généralement, les textes sont approximatifs, les accords, justement, non seulement en termes de langage et même dans l'orchestration des sonorités, qui ne passent pas par une sorte d'étude, etc. Bref, voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la musique au Cameroun. Je me demande ce que vaut encore la musique faite au Cameroun. Pas la musique camerounaise, non. La musique faite au Cameroun.
Comment comprendre que la musique camerounaise faite au Cameroun soit à ce jour en perte de vitesse, rythmée par des messages non éthiques? Depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, on assiste à une déflagration de la musique camerounaise. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Comment comprendre les multiples censures qui ont échappé à toute cette orchestration de production musicale au Cameroun? Quel est le rôle trouble du ministère de la Culture dans cette célébration des chants de crapaud Goliath? À quoi sert au juste la célébration de la fête de la musique dont on dit être à la 35e édition? Comment comprendre que tout dans la musique camerounaise ne tourne que tout autour du sexe, de la chorégraphie à la voix, de la voix à l'écriture et de l'écriture aux différents accords? Comment décrypter et assimiler les paroles et cadencements obscènes d'un postérieur à Bachi avec les jacasseries jouissives devenues pour la plupart des musiciens camerounais des ingrédients prisés? On ne vit que par rapport au sexe au Cameroun. On ne vit pas par rapport à deux autres choses. Qui écrit les textes de nos artistes musiciens? Quelles sont les personnes qui gèrent la scène et la carrière de nos artistes? Interrogeons-nous. Quelle est la psychologie de ces individus, dites personnalités de ce pays, qui laissent leur nom trempé dans l'acide glaciale de l'immoralité? Comment comprendre cette promotion et pollution morale dont fait preuve les diffuseurs et prébandiers placés devant les micros des stations et radios de télévision? Comment comprendre que les vidéogrammes qui sont servis au public sont truffés d'images qui portent atteinte à la pudeur? Les musiciens choisissent de plus en plus d'aborder des tenues légères, dévoilant parfois les parties du corps humain jugées intimes, avec des chorégraphies assimilées à de véritables parties de striptease, avec en prime des gestes assimilés à des invites sexuels. Comment comprendre les multiples prix, souvent décernés à ces artistes déviants par des animateurs à la réputation établie sur les plateaux de télévision? Comment comprendre qu'on associe parfois la plus grande et la plus haute personnalité du pays à ce type d'injure morale? Les clichés sont diversement variés dans le genre. J'ai envie de faire, il fallait faire un peu, je suis pas là, l'amour m'a traumatisé, donne-moi un beat. De quel beat parle-t-on? Lundi, tu es dedans, le gars là, elle est, et j'en passe. Collez la petite, même si c'est votre tante. Bref, le piment dans la sauce, vous connaissez mieux que moi. Messages qu'il faut-il rappeler et préciser sont essentiellement déviants. Que penser du troubabu de Nyangono du Sud? Comment comprendre l'utilisation de ces mélodies lors des célébrations scolaires, pédagogiques et j'en passe? Qu'est-ce qu'on célèbre au juste dans la musique camerounaise? Savez-vous que sur une échelle de 0 à 10, le prix des artistes les plus obscènes revient aux Camerounais? Quel prix décerné à ces encadreurs pédagogiques que sont les maîtresses et maîtres, et ou même des mamans qui se retrouvent à chanter et entonner des berceuses à ces enfants qui ne demandent qu'une seule chose, être instruits? Savez-vous que sur le plan scolaire, les enfants imitent ces artistes et les prennent pour des modèles auxquels il faut se conformer? Savez-vous que sur le plan linguistique, ces expressions déviantes assènent un coup fatal à la langue française? Aujourd'hui, ne soyez plus surpris d'entendre un enfant vous dire « j'ai envie de tuer ». Ne pensez pas qu'il va assassiner, mais pensez à autre chose. Sur le plan moral, la progéniture scolaire académique consomme une série d'expressions rustres et acquiert un vocabulaire ludique, impudique et non éthique, lequel favorise la dépravation des mœurs. Savez-vous aujourd'hui que la majeure partie de nos enfants parodient seulement ces paroles grossières et ces gestes asociaux et vont même jusqu'à concevoir des mises en scène théâtrales de ces insanités? Mon Dieu, où est passé le professeur Gervais Mendozé? Lui seul au moins savait ce qu'il fallait faire en ce moment. Merci Charles Armel. J'ai eu l'impression, le temps d'une seconde, d'écouter un requiem. Mais tant mieux, hein, de toutes les façons, il faut sensibiliser les uns et les autres. Encore faut-il le rappeler, l'immoralité semble faire son lit également dans le sillage de la chanson et de la musique au Cameroun. Momba Bengam, je commence par vous. Collet, ça sort comme ça sort, de toutes les façons, on en a l'habitude chez nous. Oui, et je constate, et je commence là où il a terminé, en interpellant le professeur Mendozé. J'ajoute un autre professeur, Monondiana. Ils sont pas passés par 4 chemins pour parler de déviance. Cette déviance-là, malheureusement, je dirais, a été
encadré, je dirais même accompagné par le pouvoir public, parce qu'il y a quand même certaines orientations musicales qu'il faudrait que si on a une bonne politique culturelle et une bonne politique de morale, encore que s'il n'y a plus de morale à l'école, on devrait interdire systématiquement. Lorsqu'un chanteur vous dit « je ne veux pas, je veux les mathématiques et non les cours d'éthique », mais attendez, ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils vous disent, ils savent ce qu'ils font. Ils savent effectivement ce qu'ils font. Ils sont conscients, voilà, en fait, tout à fait. Oui. Laissez-moi vos cours d'éthique. Je veux les mathématiques. Et ça commence donc à sortir comme ça sort, comme on dit. Donc, oui, et un autre vous dit, presque à la même période, un peu avant, on vous dit, le mari d'autrui est sucré. Et vous verrez que ces chansons-là, on les fait danser à nos enfants à la maternelle. Lors des fêtes de fin d'année, par exemple, la fin du premier trimestre, on fait souvent les Noël et tout ça. Et vers la fin de l'année scolaire, on les fait danser ces chansons, le mari d'autrui est sucré, et ainsi de suite. Et l'enfant grandit. Quand il devient pubère, il commence donc à intégrer, à se dire que maintenant, il s'agit donc de faire des choses en secret et tout. Mais comme on a validé ça dès la maternelle, j'avais 4 ans à peine. Et on se lance donc aujourd'hui, on est surpris de voir cette vie de débauche. Là, j'interpelle les pouvoirs publics, cette vie de débauche qui en devient. Et l'autre chose, je termine par là, ça s'accompagne malheureusement de la tenue vestimentaire qui elle-même n'est pas appropriée. N'est pas notre compatriote, je pense qu'il y a 2 semaines, on a fait un exemple en Occident, en élevant carrément son sous-vêtement et en balançant. Regardez dans quelle situation on se trouve. Donc, crise économique, crise morale encore, vraiment, on est vraiment allé... Crise linguistique même. Voilà, on est vraiment allé au fond du trou. Merci Mbongo Pingan. Crise économique, crise morale, linguistique et tout ce qu'on peut imaginer. De toutes les façons, nous parlons d'un Cameroun qui nous est si cher à tous et que nous aimons bien. Avant de prendre la réaction de Megui, j'aime autant que Haribel se prononce sur la question. Je l'ai vu un tout petit peu sourire pendant que Charles Armel nous dictait effectivement ce rapport sur le comportement des uns et des autres et surtout la qualité de ce qui est produit au Cameroun comme chanson. Vraiment, tu as raison, j'ai souri parce que je me suis rappelé d'une chanson quand il a parlé de qui écrivent souvent ces textes. Il y a le morceau de Petit Pays. C'est le français, mais maintenant, je ne sais pas si vraiment si ça a sa place. Il dit « Papa, maman n'est pas là ». Est-ce que ça se dit, Charles Amel? Parce qu'il dit « Papa, maman n'est pas là ». Parce que moi, je sais qu'à l'école, on dit que quand il y a 2 personnes sur le pluriel, non. Mais lui, il dit « Papa, maman n'est pas là ». Là, il a dû nous étudier. De 2, Sergio Polo. Le champagne a coulé jusqu'à 5 h du matin. À Maminga, on fait comment? On a boublé. On a séquelé jusqu'à la nuit. 5 h du matin, tu as trouvé en boîte. La nuit encore bien fait quoi que vous avez là? Non, parlons peu mes frères. Vous avez bu jusqu'à 5 h du matin. Et d'autre part, déjà le jour. Le don que Dieu m'a donné. Vous parlez effectivement de... Maintenant, il dit qu'on a séquelé toute la nuit. Tu as séquelé toute la nuit avec elle. À quel moment? Quand 5 h du matin, tu te trouves déjà en boîte. Sergio Polo. Qui a écrit vraiment cela? Maintenant, on passe sur les gens qui chantent du n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si c'est du n'importe quoi. Je prends dans le sens de Charles Amel. Pendant Tchakala VIP, quand on joue ces morceaux bien, elle dit Mbanga, Mbanga. Il ne veut pas finir. C'est Tchakala qui dit ça. Hein? Il y a l'autre Malance, il va dire que lui encore, il dit que elle veut quoi? Elle veut un bon pistache. Quel pistache? Il veut quoi? Il veut un bon plantain. C'est curieux quand même que les artistes camerounais s'illustrent au travers de tels textes qui prônent la dépravation des mœurs, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est regrettable, on en parle, mais bon, c'est une triste image quand même pour le Cameroun. On a dit que mouf, t'es ma mère, mais il a eu les prix partout. Il a insulté les mêmes gens. Mouf, t'es ma mère, mais il a eu les prix. Dans ça, il qu'on encourage. Vraiment, libérez-moi. Je m'en fous des belles-mères. Voilà. Ça va dans tous les sens. Megui, alors, c'est incroyable. Et il faut rappeler que même s'il y a des hommes qui savent bien le faire, les femmes au Cameroun ont précursé quand même cette dynamique musicale qui ne nous aide pas beaucoup. On a le souvenir de notre chère icône nationale, heureusement, Catino.
qui au bout de quelques années a connu un revirement à 90 degrés parce qu'elle s'est rendue compte de ce que effectivement la vie qu'elle menait n'était pas conforme aux prévisions ou alors à ce que pensait son Dieu créateur et qui s'est lancé finalement à l'église. Peut-être qu'on peut souhaiter le même sort pour tous les autres artistes camerounais qui prônent la dépravation et l'immoralité dans leurs chansons. Alors, Didier, moi, je me demande toujours à quel moment est-ce que la musique camerounaise a justement plongé dans ces abysses d'immoralité. Quand on regarde aujourd'hui les artistes camerounais qui ont connu un franc succès dans leur carrière et qui jusqu'à aujourd'hui, leur musique, c'est-à-dire que ne subissent pas la pression du temps. C'est-à-dire que quand vous suivez des chansons de Grace Deka, vous suivez des chansons de Ben Deka, vous avez des concerts de Ben Deka qui aujourd'hui haranguent toujours les foules. On se rappelle de son dernier concert dans une salle ici à Douala où il y avait, c'était, je crois, il y avait plein de monde à l'extérieur alors que l'intérieur était déjà archi plein. Il n'y a aucun mot, aucune allusion, même qui pourrait faire penser à des déviances. Mais on se demande à quel moment est-ce que les artistes camerounais, surtout ceux de la jeune génération, ont pensé que c'est avec des chansons qui prônent l'immoralité, le sexe, qui mettent en avant je ne sais pas, qu'ils auront du succès. Puisqu'aujourd'hui on regarde, il faut le dire, certains arrivent seulement à sortir la tête de l'eau. Certains arrivent à sortir, ça veut dire que ce n'est pas ça c'est pas ça la plus-value, c'est-à-dire ces messages immoraux qu'ils véhiculent dans leurs chansons. Quand on a des artistes comme Kokombassi, Richard Bona, Saline Nyolo, la défunte Anne-Marie Nzié, Mano Dibango, Blick Bassi, Toto Guillaume, Grace Deka, Ben Deka, il y en a tellement qui ont fait de la musique camerounaise ce qu'elle a été et ce qu'elle est toujours. C'est-à-dire quand on parle de la musique camerounaise, on pense à ces anciens-là. Je me demande bien ce qui peut motiver aujourd'hui ces jeunes artistes. Quand vous avez la jeune génération, on nous parle de coller la petite, le pilon dans le mortier. Le pilon, des slogans qui sont calqués aujourd'hui dans la tête des uns et des autres et qui même arrivent à véhiculer leur façon de se conduire dans la société. Quand vous avez un enfant de 5 ans, 6 ans, qui arrive à vous dire le pilon dans le mortier, même les noms des artistes, vous entendez Chati la chatte, excusez-moi l'expression, mais ça rappelle quoi? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir donner comme image à la musique du Cameroun? C'est tout simplement regrettable et j'estime que les pouvoirs publics, là je reviens encore là-dessus, il peut y avoir de la censure. Il peut y avoir de la censure. Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne à l'époque où le professeur Mendoza censurait ces chansons-là. Moi, je me rappelle, il y a des clips de Katino qui n'étaient jamais véhiculés, diffusés sur la chaîne nationale. Jamais. S'il fallait les voir, c'était peut-être des chaînes du câble que les câbleurs ont dans les quartiers. Jamais. Mais aujourd'hui, sur les radios, on entend tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Sur les télés, on voit tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure où des enfants sont devant leur poste de télévision. C'est tout simplement regrettable. Tu connais l'hymne national maintenant. L'hymne national, c'est maintenant. Elle veut quoi? Elle veut un bon plantain. Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut un bon pistache. Avec la gestuelle qui... Oui, je pense qu'à un moment donné, on devrait marquer un stop et se dire nous allons où? La fusion, le SOCAM, CMC, à mon humble avis, n'apportera rien. D'autant plus que si on ne parvient à assainir véritablement le milieu. Le milieu est pourri parce qu'aujourd'hui, les artistes se sont dit nous chantons sexe, sexe ça passe, sexe ça se vend. Aujourd'hui, vous parlez de la dépravation de nos mœurs. Mais rappelez-vous qu'à une certaine époque, il y avait des artistes qui ne faisaient leurs clips qu'avec du champagne. Il y avait des artistes qui ne faisaient leurs clips que dans les snack bars, où on les retrouvait en train de boire, fumer, cigare, champagne. Donc rappelez-vous, ces enfants ont grandi avec. Ça joue sur la moralité, ça joue sur la psychologie de l'enfant. L'enfant qui arrive à l'école, qu'on célèbre une manifestation, il dit « je t'ai donné et ça là ». L'enfant fait la même gestion, il recopie, c'est-à-dire qu'il reproduit la chorégraphie de l'artiste qu'il considère comme un modèle. On a vu aux États-Unis des gens, aujourd'hui on a Usher qui se retrouve dans la même catégorie que Michael Jackson. C'est pas mauvais sur le plan de la chorégraphie. On voit des jeunes aujourd'hui, la musique ça évolue, mais j'estime que
avoir ce type de langage, d'expression. C'est vrai qu'ils disent ils copient, mais la société, qu'est-ce qu'il impulse? N'oublions pas ce que disait Albert Camus, l'artiste. Mais finalement, les artistes ne sont-ils pas, Charles Armel, à l'image de notre société en elle-même? Même sur le plan du langage, tout à l'heure, Haribel a ressorti, même sur le plan du langage, vraiment sur le plan du langage, avec des mauvais accords, des fautes énormes. Est-ce que vous pensez, comme celui qui écoute a besoin d'avoir un message, un temps soit peu, il a besoin d'avoir un message. J'écoute quoi? Raison pour laquelle le CD ne marche pas. Raison pour laquelle, même en termes de comment on va dire, les concerts n'attirent plus. On préfère avoir les gars. Bon, écoutez, ceux du Nigeria, par exemple, ils chantent quoi? Est-ce que vous avez vu les clips de nos amis du Nigeria avec les seins et la poitrine nue? Est-ce que vous avez vu les clips? Et pourtant, aujourd'hui, ils sont passés premiers aux États-Unis. Les clubs nigériens, ghanéens, nigériens, tanzaniens sont passés premiers aujourd'hui parce que ces gars travaillent. Donc j'estime que nos artistes doivent revenir. Et lorsque vous écoutez même ces Nigériens chanter, ce n'est pas de l'anglais, c'est du pidgin. C'est du pidgin, la majeure partie chante en pidgin. Donc j'estime qu'il faudrait que nous revenons à nos bases et que les artistes commencent, qu'il y ait des gens qui écrivent véritablement les textes. Merci Charles Armel, le débat se poursuit à travers la toile et surtout via les SMS que nous allons recevoir pour nos amis téléspectateurs qui souhaitent participer à cette production. Nous recevons à l'instant notre invité qui vient nous parler effectivement des travaux qu'il mène depuis quelque temps autour, j'ai envie de dire, de la protection de l'environnement aussi parce qu'il s'agit dans ce cas-là du recyclage de certaines matières pour en faire d'autres qui sont forcément exploitables. Monsieur Alain Rodrigue Ngondé-Long nous fait l'honneur d'être là. Il est ingénieur et il s'occupe de la transformation des déchets plastiques en pavés. Il va en parler avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du 10 août aux Élites pour que vous nous parliez un tout petit peu de ces travaux que vous menez depuis quelque temps déjà. Dites-nous comment ça commence. Merci, c'est un plaisir encore pour moi de partager mon expérience, ma courte expérience avec les téléspectateurs de télévision Equinox. En réalité, le projet que je suis depuis un certain temps, 5 ans aujourd'hui, est né par hasard comme ça sur un campus d'université, à l'image également des start-up américaines, mais juste que c'était au Cameroun. En 2010, le Cameroun a lancé, comme d'habitude, les universités d'académie, un concours entre les différentes universités du Cameroun. Et il y a un thème qui m'a interpellé par la suite, mon équipe. C'était un thème qui portait sur l'environnement et la protection des ressources naturelles. Il était question de pouvoir dire comment est-ce qu'à travers un projet d'entreprise, les étudiants pouvaient résoudre un problème environnemental. Donc là, j'ai pris l'initiative, j'ai constitué une équipe. Et dès que l'équipe a été mise sur pied, à la fin 2010, nous avons monté le projet. À cause d'un calendrier que nous maîtrisons par le projet, n'a pas pu être présenté aux universités parce que ça a été annulé l'année-là. Les universités ont été annulées carrément, on a renvoyé l'année qui suivait. Mais fort du travail que nous avons effectué, parce que nous avons décelé que le problème qui minait vraiment la ville de Douala et qui rendait la vie des populations invivable et des autorités, c'était les déchets plastiques. Parce que ces déchets, non seulement c'était un problème de santé publique, c'était un problème de pollution environnementale, c'était un problème d'hygiène et c'était un problème en termes d'urbanisme et de la présentation de la vie. Donc l'aspect visuel était vraiment, avait pris un coup. Je me souviens que dans nos recherches, on avait lu un article qui disait que Douala, la belle est devenue Douala la poubelle. Donc vraiment, ça nous avait attiré l'attention et nous avons pensé que ce projet méritait d'être développé. C'est comme ça que nous avons participé à d'autres concours. Notamment le concours de meilleur business plan de l'ambassade des États-Unis, dont nous avons eu le 2e prix. C'était en septembre 2011. Et 2 semaines après, nous avons également eu le 1er prix du meilleur business plan du ministère des PME. Donc, c'est ces 2 récompenses qui ont permis de se constituer, de créer l'entreprise. Et après, on a eu d'autres récompenses jusqu'à ce que l'entreprise ait été officiellement lancée en septembre 2012. Donc, sur la base de cette entreprise, nous avons identifié que le problème majeur de la gestion de ces déchets était la sensibilisation et la récupération de ces emballages plastiques. Nous avons créé 2 ans après le programme EcoCollect, dont nous sommes sur le terrain depuis lors et nous attendons cette attention pour pouvoir sensibiliser les populations à ne pas mettre les déchets plastiques dans les rues, dans les caniveaux, ou bien mélanger à d'autres types de déchets, mais triés par la collecte sélective, afin qu'une seconde vie puisse être donnée à ces déchets. Merci. Alors c'est vrai que c'est une présentation, mais jusqu'à l'instant, je suis un peu perdu. Pourquoi je dis perdu? Parce que je veux comprendre le fond.
Le fond, c'est lequel? Le fond, c'est la ville de Douala est vraiment une poubelle. Le fond, c'est on gère mal les déchets plastiques. Le fond, c'est le biodégradable n'existe pas. Je veux comprendre le fond, la motivation de l'ensemble de vos actions. Alors, le fond, il est clair, c'est que la ville de Douala, comme toutes les villes du Cameroun, parce que le projet maintenant a une vision nationale, en commençant par Douala. Toutes les villes du Cameroun sont polluées par les déchets plastiques. Et il y a plusieurs facteurs, vous avez cité quelques-uns. Le premier facteur, je fais ne pas mettre biodégradable parce que c'est un débat assez compliqué et très technique. Je vais dire que même des pays européens, j'ai également l'expérience, le biodégradable n'est pas débattu comme au Cameroun parce que le plastique il est partout. Même des ordinateurs c'est en plastique. On peut pas faire un ordinateur en biodégradable. Une goutte d'eau toucherait, ça se détruirait. Donc il y a certains emballages qui sont bio, certains ne sont pas. Les sachets noirs doivent être en bio parce qu'ils sont jetables facilement. Donc on utilise une ou deux fois. Je veux dire, quel est votre combat? Quel est votre combat? Voilà. C'est dans ce sens. Maintenant, pour revenir sur le combat, je veux dire, nous, notre point, c'est assainir l'environnement et créer des emplois verts. C'est ça qu'on a écrit dans notre business plan lors de la création. Donc, d'un côté, on assainit l'environnement, de l'autre côté, on crée des emplois. Parce qu'il y a des sociétés au Cameroun qui assainissent l'environnement, mais ils ne valorisent pas ces déchets-là. Donc, d'un côté, on assainit. De l'autre côté, on valorise, on crée des emplois, on crée la valeur économique. Oui, mais Didier Patis vous a posé la question tout à l'heure et dans mes recherches, j'ai vérifié ça. Premièrement, vous faites partie des premières promotions des ingénieurs formés à l'université de Douala. Bon, ça c'est à l'honneur du gouvernement. Mais, comme pour revenir à ce que Charles Amel a dit, votre mémoire portait sur transformation des plastiques en pavés. Est-ce que vous avez eu un encadrement là-dedans? Parce que les plastiques, il y en a toujours. Et surtout, vous avez vu vous-même que la vue de ces déchets-là ne sont pas... Est-ce que vous avez réussi? Donc, est-ce qu'on vous a, votre entreprise a réussi à transformer ces plastiques en pavés? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Voilà, ok, la question est un peu plus claire, merci. Donc, notre objectif qu'on a dit, c'était protéger l'environnement et créer des emplois verts. Et là, il y a des produits qu'on décline, comme la fabrication des pavés en plastique. Alors, jusqu'à présent, nous sommes encore au stade de prototype parce qu'on n'a pas eu de financement. Et nous avons pratiquement 5 ans aujourd'hui, nous n'avons pas eu de financement et on continue toujours à les demander. Parce que faire une unité de fabrication des pavés demandait à l'époque au moins 80 millions de francs CFA, chose qu'on n'a jamais eu du gouvernement, malgré toutes les récompenses qu'on a eues. Donc maintenant, en termes d'activité, il y a aussi une activité de collecte des déchets où nous faisons des opérations ponctuelles de collecte des déchets de temps en temps qui permettent quand même à la structure de vivre, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pouvoir créer des produits nouveaux. Les pavés en plastique, l'expérience a montré que c'est plus intéressant que les pavés en ciment dans certaines utilisations. Et l'expérience également a montré que ça emploie beaucoup de personnes. Donc vraiment, nous sommes toujours à la recherche des financements. Mais vous nous avez dit, vous avez gagné un prix de business plan. Le business plan ne concernait donc pas votre activité principale. Ça concernait quoi alors? Ça concerne l'activité principale. Au fait, le business plan, c'était parce qu'on a présenté notre projet de fabrication des déchets plastiques, ramassage et fabrication des déchets plastiques en pavé. On a eu la récompense. Donc la récompense avait deux volets. Il y avait l'aspect... comment on appelle, les récompenses du prix, 1 million de francs CFA, nous l'avons obtenu. Il y avait l'accompagnement jusqu'à la réalisation du projet, chose qui n'a pas été faite. Donc, une fois qu'on a eu les 1 million de francs, on nous a pu suivre jusqu'à la fin. Et donc, de l'ambassade des États-Unis. Non, on a dit, je nomme, non, c'est bon, tu as un bon projet, on te félicite, mais reste là. Voilà. C'est un peu comme ça que je prends les choses. Alors, est-ce que vous n'avez pas saisi une banque avec ce projet, quelles sont les démarches que vous avez avec tous ces prix, voilà, pour être financé, pour susciter l'intérêt, effectivement. Voilà, donc, le prix du gouvernement était trop mitigé. Déjà, il faut vous dire parce qu'il n'y a pas un accompagnement vraiment. Il faut rapidement le dire, celui de 2011. Par contre, celui qu'on a eu 2 années plus tard, le GICAM, demandait à ce qu'un pool de banques nous accompagne. 2 banques avaient retenu l'attention, je ne vais pas citer les noms. On est sur un plateau. Mais ces 2 banques, on allait leur voir avec les projets. Ils ont carrément dit que le projet plein temps est très jeune, ça démarre, il faut avoir l'expérience. Il faut avoir au moins 3 exercices. Et quand c'est en 2013, on demande 3 exercices, on comprend que c'est maintenant qu'on doit avoir les banques. C'est pour ça que maintenant, on s'apprête à les revoir pour savoir si on va avoir ce financement. Mais c'est vraiment malheureux parce qu'une des promesses du GICAM était qu'on devait avoir les financements directement après avoir obtenu le prix. Mais quand vous parlez du gouvernement auquel vous vous êtes adressé, vous parlez du gouvernement de quel ministère exactement? Des Finances? Donc, voilà, pour l'organisation des compétitions, c'est le ministère des PME. Voilà. Maintenant, dans les démarches, il y a plusieurs ministères qui sont touchés. Par exemple, quand il faut débloquer les fonds, il y a le ministère des Finances. Quand il faut avoir des agréments, il y a le ministère de l'Environnement. Pour le ministère de l'Environnement, on a moins de problèmes parce que nous, on a tous les agréments.
On a des autorisations sur 5 ans, comme c'est au Cameroun, et chaque 5 ans, on renouvelle. Je crois plutôt que c'est au ministère des PME, jusqu'à présent, qu'il y a eu blocage. Mais ce que je veux savoir aussi, c'est que est-ce qu'ils vous ont répondu en vous expliquant pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vous accompagner, ou ils ont tout simplement ignoré votre doléance? Les ministères au Cameroun, en général, ils répondent, si tu vois, ils vont dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de ligne budgétaire. C'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ça qu'on nous a dit. Et vraiment, il y a eu plusieurs informations vraiment qui sont contredites parce que d'une part, on voit des projets au Cameroun qu'on dit financés par le ministère des PME. Je crois qu'il y a plein de promoteurs qui reçoivent. Nous, on dit d'investir au Cameroun et chaque fois, on comprend qu'il y a... Du coup, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On ne sait pas s'il y a une façon différente de monter ces projets-là. Et on nous a pas dit et justement, le recyclage, je sais, pour produits plastiques que vous voulez transformer en pavé, c'est ça. C'est votre propre invention ou alors ça existe déjà ailleurs? Donc déjà, nous n'avons rien inventé parce qu'en réalité, on a fait des recherches sur bibliographie en allant sur Internet et en allant un peu ailleurs. On s'est rendu compte que c'est une technique qui est née au Tchad avec le projet Serval des années 98 et après ça allait au Mali à Mopti. Mais l'innovation que nous on a apportée, c'est que ça a été une technique artisanale, un peu comme on le fait jusqu'à présent au Cameroun. Donc quelqu'un peut avoir un demi-fût au quartier, il met des plastiques, il met du feu et après il sort ses pavés. Nous on a dit qu'on va moderniser, donc tout doit sortir automatique. Donc l'innovation venait de la façon de fabriquer. La modernisation. Et également au niveau des résultats qu'on a obtenus. C'est-à-dire que les pavés avant étaient moins solides que ce que nous avons obtenu en laboratoire. Nous avons fait des tests au labo génie qui ont attesté cela. C'est comme moi j'avais dit à DJ Fall. Quel invité ne se gêne même plus. Qui partait là-bas à la cité Sika, à la montée cité Sika là-bas. Il y a le pont, il y a les bouteilles là-bas. Comme ça. Ne vous dérangez plus, ne faites plus les campagnes. Allez seulement là-bas chaque jour, l'eau pousse les bouteilles là-bas. Vous ramassez, vous transformez. Et je n'ai même pas encore vu ça. On a déposé ça de quel côté, papa? Le genre de pavé avec plastique là. Je n'ai pas encore vu ça. Il voit toujours que les pavés d'un tonnerre. En tout cas, pour vous répondre, madame, si vous venez dans nos bureaux, vous allez voir les échantillons. Comme on a dit, on n'a pas obtenu des financements. Parce que, par exemple, pour mettre des pavés dans une ville comme Douala, on va vous dire qu'il faut passer par les marchés publics, il faut préfinancer. Alors, si une entreprise n'a pas les financements pour produire à l'avance, elle ne peut pas répondre à un marché public, c'est un exemple. Donc, c'est un problème de financement à notre niveau. Maintenant, en ce qui concerne les bouteilles que vous dites, les campagnes, justement, c'est pour aller ramasser au fur et à mesure ces bouteilles. Parce qu'aujourd'hui, on ramasse demain, c'est encore jeté, il y en a toujours. Donc, il faut avoir une sensibilisation pour que ça ne se retrouve plus là. Donc, que de rester sans rien faire, c'est ça qu'on fait. Au-delà, effectivement, du volet modernisation de cette pratique-là, il y a l'aspect qui est non moins négligeable, celui de la protection de l'environnement en recyclant effectivement ces déchets. Mais quels sont vos rapports effectivement avec ces différents ministères? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça coince. Non seulement les ministères, mais on peut aussi ajouter la communauté urbaine, par exemple, ces institutions étatiques. Pourquoi ça coince, monsieur Elon? Voilà, alors là, je vais vous dire clairement le message des différentes institutions. Si on se tourne vers le ministère de l'Environnement, ils écrivent bien dans toutes leurs correspondances, accompagnement technique. Si vous avez un conseil, vous voulez être accompagné pour une représentation, un parrainage, c'est bon. Mais accompagnement financier, ça n'existe pas. Donc, et quand on se tourne vers la communauté urbaine, ils disent, nous on a pensé à ce projet, on y travaille, on a une vaste zone à PK36, nous voulons intégrer les entreprises de traitement des déchets. Le projet est encore en négociation avec de fonds, on attend. Et c'est la même chose depuis 2012. Je vous dis, la semaine passée, on est encore en train de leur contacter, ils ont toujours attendez. Je pense que la communauté urbaine, ils ont mesuré quand même l'impact parce que leur réponse est positive. Maintenant, en ce qui concerne, comment on appelle, la mise en place des moyens, ça se fait attendre et 5 ans après, on commence à se poser la question s'il ne faut pas monter, voir les choses différemment, penser aux partenaires étrangers beaucoup plus. Et vraiment, c'est ça qu'on mise à l'heure actuelle. On va vous tromper qu'on n'est pas resté 5 ans sur place. Nous, on mise beaucoup sur les partenaires étrangers à l'heure actuelle. On vous demande l'expérience, vous n'en aurez jamais. Moi, j'ai vous n'exercez pas. La question que j'ai, c'est celle de savoir, pour collecter, ça a un coût. Parce que ce n'est pas vous qui allez collecter. Vous avez lancé une microstructure où il y a des gens qui collectent, qui ramènent, qui nettoient, qui gèrent. C'est toute une chaîne. Comment vous payez ces différentes personnes? Est-ce que c'est du bénévolat? Donc, nous avons deux façons de structurer nos équipes. On a le personnel permanent qui est 16 personnes, parmi lesquelles 4 ingénieurs. Et on a le personnel temporaire qui peut arriver jusqu'à 500 personnes en fonction des campagnes. Donc, pour le personnel permanent, nous avons une activité qu'on appelle le permis environnemental. Ça veut dire qu'une entreprise qui veut mettre sur le marché camerounais des emballages plastiques doit avoir une autorisation.
Donc on accompagne, on fait un peu des études pour ces entreprises-là. Ça nous permet d'avoir les financements pour nos 16 personnes. En ce qui concerne les campagnes, on sollicite le sponsoring naturellement. On part vers les entreprises qui produisent ces emballages. On demande un accompagnement. C'est la raison pour laquelle les campagnes ont des limites. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aura du sponsoring. Alors, étant donné donc qu'on parle de la question du bio et du non-bio et que vous vous retrouvez dans la transformation, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce n'est pas encore plus polluant? Est-ce que les produits que vous utilisez vont faire en sorte qu'en moins de 400 ans, ces mêmes pavés vont se retrouver détruits, ou alors ce sera ceux-là qui mettront encore plus long que davantage? Dans le débat du bio, il est très passionné au Cameroun. En 2014... Non, je vais rester dans la logique de ce que vous faites. Oui, je vais répondre à votre question. Si on ne répond pas, ça va revenir. En 2014, quand le ministère a mis sur pied la loi sur les emballages plastiques, l'application, j'étais secrétaire général de l'association des entreprises plastiques. Donc j'ai fait plus d'une dizaine de réunions avec les différents ministres au Cameroun. Je sais bien de quoi il s'agit. C'est une question complexe parce que le bio ne doit pas être l'axe majeur de lutte contre les emballages plastiques. Parce que c'est limite seulement aux emballages de faible épaisseur. Or, les bouteilles ne sont pas concernées. 61 micros. Voilà, les bouteilles ne sont pas concernées par la loi sur le bio. Or, ils sont les plus polluants. Donc, les simples sachets noirs, c'est ça. Donc, en France également, c'est la même chose. On parle de bio pour les sachets de caisse. Donc, c'est une partie du point qui va être résolue. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on pense de la lutte contre les emballages plastiques? Donc, on pense qu'il faut renforcer les structures de récupération des emballages. Je parle des pavés que vous faites aujourd'hui, de votre projet des pavés. Quel impact auront-ils? Quelle est la part d'existence? Effectivement. Voilà. Bon, maintenant pour les pavés, les tests qu'on fait au laboratoire nous prouvent il y a ce qu'on appelle test de dureté, que les pavés sont solides, test de flexibilité. Mais dans le temps, ça ne nous prouve pas, parce qu'il faut également faire les tests dans le temps. On n'a pas pour l'instant des tests au Cameroun qui permettent de voir la durée, comment le pavé réagit. Alors si on prend les expériences, par exemple, au Tchad, comme je vous ai dit, on prend l'expérience au Mali, on se rend quand même compte que pour les axes secondaires, ça a prouvé que c'était efficace. Donc mettre dans les devantures des maisons, mettre des actes pas trop fréquentés. Maintenant pour les axes principaux, là, on n'a pas encore fait les tests. C'est la raison pour laquelle le produit reste d'abord pour les devantures des maisons, le génie civil, les axes secondaires. Donc, si jamais il y a feu, un incendie, quelqu'un vient mettre, il n'y a aucun risque que ça embrasse complètement la maison? Non, pour ça, les tests sont aussi faits. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. On appelle les produits ignifuges qui empêchent les flammes. C'est ça qu'on met par exemple des interrupteurs. Ça en plastique un interrupteur, mais ça va même prendre feu. Rassurez-vous au moins sur ça. Merci, monsieur Alain Rodrigue Guélong. S'il fallait passer un message, par exemple, ce serait lequel? Un appel à toutes ces personnes qui sont susceptibles de vous apporter de l'aide nécessaire pour que votre projet aille de l'avant, notamment la communauté urbaine de Douala, par exemple, qui devrait être un partenaire régulier. Déjà, comme on a dit, on s'est tourné aussi vers les partenaires à l'étranger. Et une des conditions, c'est justement que la ville de Douala soit partenaire, avec un partenariat bien écrit et signé. Donc, on demande véritablement à cette ville de pouvoir avoir un accord franche avec nous, avec des thèmes bien définis, pour qu'on puisse véritablement démarrer ce projet. Et comme d'après les estimations, on peut vraiment créer 300 emplois directement dans ce domaine, sans compter des emplois indirects dans la collecte de ces déchets-là. Donc nous voulons que la ville de Douala ait un partenariat franc avec nous et que les autres sociétés de l'État accompagnent véritablement ce projet. C'est la base de promesses qu'elles ont émises par le passé. Merci, monsieur Long, d'être venu sur le plateau du 10-12 nous parler effectivement de ces recherches-là, de ces travaux qui se poursuivent et qui, ma foi, pourront aider le Cameroun à se porter mieux encore dans les jours à venir. Excellente journée et surtout bon vent pour la suite. Nous sommes justement dans ce studio, ou sur ce plateau, voilà, pour parler également de ces sujets qui nous concernent et justement permettre aux téléspectateurs de revenir sur les sujets qui ont été évoqués, notamment à travers les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Je vais me retourner du côté de Megui pour tenter de voir si nous avons reçu quelques messages. Monsieur Elon, merci. Excellente journée. Des messages, voilà, affaires préservatifs, c'est le grand Lucio qui nous le dit depuis la page Facebook de notre émission. Les hommes sur le plateau, soyez sérieux. Voilà, c'est un homme qui vous demande d'être sérieux. On est sérieux. C'est un homme qui vous demande d'être sérieux. Parce que vos développements de tout à l'heure, Charles Armel et Bombe, vraiment... Et même Didier Patrice qui s'y est mis. Merci Megui. On a toujours été sérieux. Merci Megui pour ces messages. Nous y reviendrons certainement. Je propose d'observer cette petite pause et on sera revenu pour la suite de cette production.
Bienvenue de retour sur ce plateau avec le panel. Nous allons aborder la seconde partie de ce programme, de cette production du mercredi. Meggy, quelques réactions par SMS que nous avons reçues. Alors, donc, on a ce téléspectateur qui nous dit que l'homme, là, c'est un véritable voyou et qui n'a même pas froid aux yeux en trouvant des raisons qu'il donne à sa femme en pareille situation. Incroyable. Parce que nous, les hommes ne parlent pas souvent. Parce que les hommes sont pour la plupart victimes également de... Il y en a un, quand la femme battait, et c'est le quartier à Bonadi, bon, c'était en février dernier, la femme part le 13 pour revenir le 15 et s'est mise à taper son mari. Si le quartier n'était pas venu à la rescousse, on aurait dit c'est combien de cas? Parce que nous ne parlons pas. De toutes les façons, on va essayer de savoir. Dit de ce monsieur qui les voyous, j'estime que c'est aller un peu plus loin. Ce n'était que dans la poche. Et je ne sais même pas si c'est la poche droite ou la poche gauche. Parce qu'il faut définir dans quel type de poche c'était. Pour savoir et déterminer le crime. Oui. Ah bon? Oui, là, c'est un message avec vous, Meggy. Mais attends, Charles Lamel, franchement, alors, on a sur la page du Zénith, la page Facebook du Zénith, on a Armel Kenyé qui nous dit vraiment chapeau à Charles Armel et en Bombok. Les hommes sont de véritables bandits. Si c'était une femme qu'on avait retrouvée avec un préservatif usé, ils allaient tout dire sauf essayer de la dédouaner. C'est notre société qui est la cause de ce comportement des hommes. J'espère que quand Bombok verra sa femme avec un préservatif, il sera content car elle le protège. Si dans une relation il n'y a pas de confiance, la relation est vouée à l'échec. Cette femme a pris un grand coup, peu importe ce que dira son mari. Et l'absence de confiance là. N'est-il pas rentré? Attends. Ne s'est-il pas couché au même endroit? On est juste en train d'imaginer qu'il pourrait avoir eu... Imaginez quoi? Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, mon père avait l'habitude de dire tout homme est achetable, ça dépend du prix. Ça, ne l'oublions pas. Ça peut être que c'est un coup monté. Ça peut être une femme qui est très amoureuse de ce monsieur, qui veut briser le foyer, qui a jeté cela. Donc, était dans la poche gauche ou droite, il faut qu'on sache. La poche avant ou arrière, si c'est le jean. Il faut qu'on sache pour mener, pour être sûr. Donc, j'estime que c'est l'occasion pour jamais... Les avis semblent partagés sur ce sujet. Selon Armel, elle constate que elle, avec tout ces histoires, elle risque de ne pas se marier. Non, elle devrait se marier. Elle doit se marier. La preuve. Non, prenons le cas de la civilisation occidentale. Si nous sommes en France, en Allemagne, aux États-Unis, où au moindre coup, parce que le mari veut aller au cinéma, la femme veut aller au théâtre, ils divorcent. Regardez dans le taux de divorce qu'il y a là-bas, en Europe aujourd'hui. Et c'est les mêmes qui sont chez les psychiatres tout le temps. Ils sont chez les psychologues et tout l'argent qu'on déverse là-bas. Alors que chez nous, un homme peut normalement être fidèle à 5 femmes. Ce n'est pas interdit. Et encore qu'ici, on n'avait jamais dit que l'homme... voilà. Mais Guy ne semble pas être d'accord avec vous, Bombong Bengan, de toutes les façons. Hein, nous, on regarde la société. Voilà, on regarde la société en face. On regarde ce qui se passe, c'est tout. Mais Guy, la suite. Et donc, on a Beauchamp, Chiens, Condoc Bell qui nous dit très bon sujet digne d'intérêt. Je pense qu'au-delà de la censure, la bonne musique est subjective. Donc, celle-ci risque juste de voiler les goûts musicaux. Peut-être aussi. Hein. Peut-être aussi. Il y en a qui se plaisent à aller dans les spectacles offerts par ces artistes qui chantent des chansons au-dessous de la ceinture, etc., etc. Et même des cols blancs. Charles Armel. Mais il faut dire quand même, Didier Patrice, que à force d'écouter des musiques où on vous dit l'homme c'est le ventre et le bas-ventre, non, ou je sais pas moi, la queue, la chatte et tout, on emploie certaines expressions, sans le vouloir, vous vous retrouvez à reproduire l'ensemble de ces actes, à vouloir vous plaire, à poser. Regardez la qualité des clips qui sont diffusés aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour nous d'interpeller l'ensemble des directeurs de publication, d'interpeller l'ensemble des responsables de programmes sur la qualité et le type de musique qu'il faut jouer. Et les heures auxquelles il faut jouer un certain type de musique. Pour les jeunes, c'est les vacances aujourd'hui. Est-ce qu'on doit se laisser aller à faire écouter à la jeunesse n'importe quoi? Les jeunes enfants qui sont en train de grandir ont besoin
temps de se ficeler. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que des artistes comme Émile Kangué, des artistes comme Manoulo, des artistes comme, je ne sais pas moi, Saleh John sont en train de revenir sur la scène parce que sur le plan nostalgique, les gens veulent revivre certaines choses. Même la jeunesse aujourd'hui, la jeune génération veut revivre certaines les émotions du temps passé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien. Est-ce que c'est dit que demain, lorsqu'on aura 30, 40 ans, on va essayer de réécouter ce type de plantain, le pistage, des expressions qui renvoient à une barbarie expressive? Non. Je pense qu'il faudrait que aujourd'hui, le ministère de la Culture pense à mettre un comité de censure. Vous n'aimez pas le piment dans la sauce, cher Larmel? Non, ça n'a rien de culturel. On dit un peuple sans culture est un peuple sans âme. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'histoire. De quelle citoyenneté nous sommes en train de donner à notre enfant? Lorsque à la maternelle, à 3 ans, elle commence à chanter ces trucs-là et elle grandit comment? Merci Bobo Benga. Nous allons sortir du sujet et embrayer avec les infos tirées sur le net. Et Megui nous a choisi une bonne brochette quand même aujourd'hui avec des sujets tout aussi alléchants, notamment l'organisation de la CAN. Cette information défraie la chronique sur la toile par le Cameroun avec la sortie hier encore, celle du ministre en charge des sports au Cameroun, en passant par la colère de Richard Bona. On a suivi avec beaucoup de passion cette actualité et pour sortir avec effectivement ce qui a été annoncé depuis hier et qui continue d'effrayer la chronique encore ce matin autour de la libération finalement de Laurent Gbagbo. De toutes les façons, la CPI devra se prononcer ce jour. Megui, voici les infos du net. Voilà, merci Didier Patrice. C'est la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on va parler en premier plan justement de cette sortie du ministre des Sports camerounais en la personne de Pierre-Ismaël Bidong Pat, qui justement, à la suite des inquiétudes de tous les Camerounais sur est-ce que la CAN 2019 sera finalement organisée dans notre pays. À ce sujet, donc, il nous dit que conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine au Cameroun en 2016. 10 à 12 mois sont donc nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Donc jusque-là, les internautes sont dubitatifs, ils sont... voilà, c'est des opinions assez édentées comme ça. On se dit, mais est-ce que vraiment ce sera possible? Est-ce que ce n'est pas là des discours toujours dont on a l'habitude pour essayer de calmer les populations? Parce que quand on regarde les différentes infrastructures, il n'y a pas que les stades, il y a des infrastructures hospitalières, hôtelières, routières qui doivent être mises à jour. Est-ce que ce sera véritablement possible juste à quelques mois de cette compétition continentale? Oui, belle question. Bobo Bengan, c'est un sujet qui préoccupe. Oui, ça préoccupe. Et à la suite de Megui, je dirais qu'il y a même un ministre, je pense, Patrice Ambassa, il a également réagi sur le net, je pense. Tout à fait. Voilà, en disant, par exemple, qu'on peut jouer la CAN sans le stade d'Olembe et de Japuma. Et précisément, alors que dans l'organigramme, dans le programme initialement prévu, le match d'ouverture et la finale devraient se jouer à Olembe, au stade Paul Biya. Maintenant, s'il le dit, ça veut dire qu'en fait, il ne l'a pas dit de manière explicite. Le gouvernement est en train de prévoir le plan B. Pas de prévoir, je veux dire de se plancher maintenant sur le plan B. Précisément parce qu'ils savent que les Turcs ne pourront pas livrer à temps le stade de Japuma et que les Italiens là-bas auront des problèmes. Encore que la matière se fabrique en Italie et on viendra poser comme de l'autre. Alors, voilà le problème. Et il a ajouté un autre là. Ça veut dire quoi? Le plateau technique, lorsque les malades qui sont en attente comment je veux dire ça, de hémodialyse là, sont en attente, on ne parvient pas. Et ça veut dire que le plateau technique, pour ces cas de maladie, souvenons-nous de notre faux qui est mort au stade et beaucoup de trucs qu'on peut avoir. Il n'y a pas que les athlètes, il y a aussi ceux qui les accompagnent. Vous verrez donc demain, les dirigeants de ces fédérations sportives là où les internationaux qui arrivent, ils tombent, il y en a qui auront sûrement des insuffisances rénales et vont se retrouver dans quel schéma. Donc on n'est pas en train de donner là une bonne image et on spécule. Bon, d'accord, on pourrait peut-être nous donner l'organisation de la CAN sans véritable politique derrière. Alors, curieux, l'autre curiosité aussi, vous voulez une autre zone d'ombre, hein, Charles Armel, c'est que
On fait bien de nous parler de 32 stades qui vont abriter la CAN 2019, 14 à réhabiliter et puis 7 à construire. Maintenant, dans le timing, Charles Armel, peut-on croire que cela puisse se faire, encore que Megui faisait bien de rappeler qu'il n'y a pas que les infrastructures sportives, il y a également hôtelières, routières, sanitaires et ferroviaires qui sont à pouvoir également. C'est incroyable quand même. Il faut voir la façon avec laquelle on a abrité la CAN 2017 pour comprendre ce qui nous attend en 2019. On s'est retrouvés, certains se sont félicités, mais c'était de l'abracadabrisme pour moi. On s'est retrouvés à poser des actes très abracadabrants. On a pratiquement fini tout fini à la dernière minute. Faites un tour à Limbé, vous allez voir ce qui est en train d'arriver à Limbé. Je m'attarde un peu sur l'expression réhabilitation. Comment va-t-on réhabiliter quelque chose qui a fait plus de 30 ans abandonné? Il a plu, les fers ont rouillé, dont on ne maîtrise même plus la qualité de la fondation. Est-ce que c'est juste la peinture qu'on veut venir remettre? Est-ce que c'est juste des sièges qu'on veut venir assembler? Il faut se poser un ensemble de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu le cas des États-Unis, on a vu le cas au Japon, on a vu le cas, n'est-ce pas, même ici en Afrique du Sud. Il faut démolir pour reconstruire. Lorsque vous ne pouvez pas, il faut laisser. Vous ne pouvez pas, il faut laisser. Parce que nous allons nous retrouver dans l'approximatif à la dernière minute. On va vouloir tout colmater en termes de brèche. Imaginez-vous qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, on a lancé des grands projets structurants, en s'engager d'énormes fonds. Aujourd'hui, on va trouver l'argent où? Et ces projets même dits structurants ne sont même pas encore achevés pour la plupart. Voilà l'axe lourd, Douala-Yaoundé, qu'on a abandonné en disant qu'on va réhabiliter l'autre. Donc vous voyez, on s'engage dans beaucoup de choses et à la fin, on ne sait pas là où on va. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est le ministre Bidon Kouad qui fait une sortie? C'est parce que justement, ils se retrouvent dos au mur. C'est parce qu'ils sont inquiets. C'est parce que un ensemble de questionnements en train d'arriver. Il a fallu que Mboma sorte, Mboma Patrick sorte, et fasse une déclaration par rapport aux constatations sur le terrain qui les amène aujourd'hui à bouger. Ils vont bouger, mais la réalité est là. Est-ce que nous allons fonctionner dans le définitivement provisoire ou dans le provisoirement définitif? Parce que là, nous sommes en train d'y tendre. Merci. Haribel, votre réaction sur le sujet? Vous vous plaignez trop, hein. Dernièrement, vous avez commencé à vous plaindre. Maintenant, le ministre sort pour calmer vos cœurs, calmez-vous. Les Italiens ont dit que le matériel est préfabriqué là-bas. Ça va venir, on va seulement installer, non? Comme les bus de la station. Non? Comme les bus de la station. Oui, calmez-vous, attendez. Croyez à ce que le ministre vous a dit. Puisque c'est lui qui est là pour représenter le sport. Non? Attendez, si maintenant la période arrive, on a dit septembre, non? Si en septembre il n'y a rien, vous parlez. Son collègue de la santé a aussi promis les kits. Voilà, nous sommes dans un gouvernement de promesses, dans une gouvernance de promesses et d'improvisation aussi en même temps. Donc, présentement, ce n'est pas la santé sur le sport. Celui de la santé a échoué. C'est le ministre préféré du père. Mais on parle du sport. Le ministre Bidon Kouad a parlé hier, non? Calmons-nous, on attend. Je m'attendais à ce que Haribel, il donne les lieux de la préfabrication. Il donne les usines dans lesquelles on préfabrique en disant, pour preuve, allez frapper sur Internet dans tel vous allez voir. L'opinion, Charles Armel n'a peut-être pas besoin de ces précisions ou de ces détails. L'opinion en a besoin. Je parle en lieu et place du gouvernement. Du moins, non pas que je suis d'accord avec cette manière de procéder. Merci. De toutes les façons, on va retenir que le ministre Bidon Kouad rassure. Le Cameroun organisera sa CAN 2019. Il n'y a pas de souci. Wait and see. De toutes les façons. Second sujet, Megui nous entraîne dans le secteur de la culture avec la sortie récente encore de l'artiste international d'origine camerounaise, Richard Bona, qui est fâché. Un peu comme Charles Armel. Ben oui, effectivement, Didier Patrice, donc on a Richard Bona, l'artiste, musicien et bassiste camerounais qui a couteau tiré avec le gouvernement de Yaoundé pour utilisation abusive de son image. Donc en effet, l'image de l'artiste, sans son avis et consentement, a été utilisée dans un spot publicitaire sur le Cameroun et son président. Et c'est donc cela qui est à l'origine du courroux de Richard Bona. Ses propos à M. Biya et son gouvernement, je vous prie immédiatement de retirer mon image de votre vidéo. Droit à l'image oblige et c'est toujours vous qui recommencez encore et encore. Donc il y a quelques jours après cette sortie, il faut le dire que l'image de l'artiste a été effectivement retirée de ce spot publicitaire. Et pour rappel,
D'après des sources crédibles, la colère de Richard Bona contre Yaoundé remonte à la mort de sa mère. Le natif de Minta, très critique envers le pouvoir, s'était donc vu refuser un visa d'entrée au Cameroun pour accompagner sa mère à sa dernière demeure sous les motifs d'une acquisition de la double nationalité. D'accord. Nous avons bien les prisonniers français qu'on traite bien ici avec tous les égards possibles et tout ça. Mais lui, il vient, on l'utilise même à côté, on utilise son image à côté de celle du président. Là, il est camerounais. Lorsqu'il veut venir enterrer sa mère, on se rappelle qu'il est un Américain, il ne doit même pas venir enterrer sa mère. Bon, disons donc qu'il est Américain, il est de mère camerounaise. On lui interdit donc de venir enterrer sa maman. Et alors là, on est donc en droit de leur dire où se trouve le corps d'Amadou Ahidjo, qui lui au moins était camerounais, il n'avait pas. Où se trouve le corps de Félix Moumié, de King. Alors, qui n'avait pas de double nationalité. Qui n'avait pas de double nationalité. Leurs corps sont toujours à l'étranger. Donc voilà comment on traite dans les artistes. Après demain, on vous dira qu'il y a une politique d'artistes ici. Et quel artiste? Et quel artiste? Je vous en prie. Merci Mombo. L'autre curiosité hein, sur le sujet, en rapport avec ce sujet relatif à la colère de Richard Bona, Charles Armel, c'est qu'il est incompréhensible, hein, à mon sens, qu'au nom de ce qu'on aurait une double nationalité, on n'a pas le droit de venir dans son pays d'origine. Alors, disons précisément que ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. Disons-le très simplement. Que ce qu'ils sont en train d'orchestrer, d'organiser, c'est cette même lame qui va les tailler. Ils ne se rendent peut-être pas compte aujourd'hui, mais c'est ce qui va arriver certainement. Ils sont nombreux qui se targuent aujourd'hui d'avoir cette double nationalité. On en parle, on s'en plaint. Lorsque les élections arrivent dans leurs différents pays d'origine, on les voit aller voter. On filme même, ils sont contents d'aller voter pour leurs différentes zones. Mais Richard Bona, quelque peu, s'est attaqué. Pour moi, j'estime qu'à deux niveaux. Richard Bona s'est attaqué à la personne du chef de l'État. N'oublions pas les premières notes qu'il avait adressées, c'était à l'endroit du chef de l'État. Carrément. Je pense qu'il pouvait s'attaquer au système en lui-même, en présentant le système, mais pas au niveau de la personne. Donc je crois que l'ensemble des ailes, bon. Allez, curieux. Donc, c'est une affaire sensible. Hein, non, ça veut dire qu'on considère que Richard Bona est un opposant. Voilà, par exemple. C'est une autre lecture. Posons-nous alors la question pourquoi donc le président Biya ne serait donc pas d'accord. Il met l'image de l'opposant à côté de la sienne, mais ne serait pas d'accord à causer, à être s'asseoir sur la même table que l'opposant pour parler de l'avenir de son pays. Affaire à suivre de toutes les façons. Je vous propose, Megui, de nous entraîner dans l'autre, on va le dire, hein, donc l'autre sujet aussi important, puisque nous l'avons appris depuis hier, affaire Laurent Gbagbo, finalement, peut-être aujourd'hui le dénouement. Oui, peut-être aujourd'hui le dénouement. Il faut donc dire que la CPI, la Cour pénale internationale, statue sur une liberté provisoire de l'ex-président ivoirien. Cette Cour donc devrait rendre son jugement ce mercredi 19 juillet après-midi à propos d'une liberté provisoire du président Gbagbo. Les avocats de l'ex-président ont déjà déposé 11 demandes en ce sens depuis 1 an et demi, demandes qui ont été toutes rejetées par la Cour d'appel. Donc après le 11e refus, le jugement de cette institution est impatiemment attendue par les internautes et toute la communauté, je crois, internationale. D'accord. Certains organes, Momok Bengan, sont peut-être avant-gardistes de cette actualité-là. Depuis hier, il y a quand même quelques rumeurs qui courent sur la libération effective aujourd'hui, en tout cas de Laurent Gbagbo, même si on parle encore de supputation. Oui, comme nous sommes en matière de justice, parlons de liberté provisoire pour rester dans leur terminologie. Mais depuis mars, comme disait Megui tout à l'heure, il s'est trouvé que le premier juge de la CPI penchait sur la libération provisoire parce que précisément, selon lui, les délais de ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, voilà, la garde à vue ou bien la détention était déjà, on avait dépassé les délais. Donc il n'y avait plus de raisons palpables pour le maintenir là. Donc il allait même jusqu'à, je vais dire, à trancher le problème. Parce qu'à l'allure où allaient les choses, le procès allait durer 7 à 8 ans. Deuxièmement, il se trouvait que
beaucoup de gens, je vais parler de ses collègues dans la collégialité, ils ont estimé que comme Gbagbo a trop de soutien, s'il obtient une liberté provisoire, il ne viendra plus jamais. Donc, on ne pourra plus l'arrêter, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à fait, donc, parce que voilà. Justement, c'est l'argument principal qui est tout le temps relevé par la Cour pénale internationale. Que Gbagbo jouit d'un vaste réseau de supporters. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui accorder justement cette liberté provisoire, parce que sa mise en liberté pourrait engendrer une fuite organisée et bien encadrée par ses supporters. Alors que le gars, il sait parfaitement que lui veut la manifestation de la vérité. Il a posé une question essentielle. Qui a gagné les élections? On ne répond jamais à cette question. On vous dit la communauté internationale a dit que recomptons le vote. Elle a tranché, en réalité, sur cette élection. Il leur a dit lui, il ne quittera jamais jusqu'à ce que ce procès arrive à son terme et ne soit pas bâclé. Donc, en fait, il ne fuira pas. Alors, dans ce cas-là, aujourd'hui, doit-on parler de, finalement, disculpation de Laurent Gbagbo? Est-ce que, finalement, la CPI ne joue pas non plus avec des braises sur cette décision-là qui, nous l'espérons, sera rendue publique aujourd'hui même? Non, avant que Charles Hamel ne prenne la parole, il faut reconnaître que, en fait, de mon point de vue, même les témoins de Madame Bensouda, de procureur, Madame le procureur, sont venus plutôt disculper, ou la plupart sont venus disculper Laurent Gbagbo. Et là, il s'est trouvé que la Cour pénale internationale s'est trouvée embarrassée. Embarrassée précisément, l'homme que vous voulez, vous l'avez traité de meurtrier. On n'a jamais vu que lui-même il a dépassé les Hitler et tout. Il s'est trouvé que les gens appelés pour témoigner contre lui portaient plutôt son soutien à Gbagbo et démontaient de manière, je veux dire, chronologique tout ce qui était monté contre lui. Il démontait ça complètement. Et on s'est rendu compte, bon, ça c'est mon point de vue, on va laisser la justice statuer. On s'est rendu compte, de mon point de vue, que Gbagbo était innocent. Absolument. Et on devait le maintenir là-bas pour laisser que l'agent de la France, dans Ouattara, réinstalle en Côte d'Ivoire le comptoir colonial, c'est tout. Allez, Haribel peut également se pencher là-dessus. L'annonce, effectivement, de la libération de Laurent Gbagbo, ça fait couler pas mal d'encre et de salive aussi. Hein. Non, je suis moi fier. Comme on a libéré Laurent Gbagbo, il y a aussi en Côte d'Ivoire, les artistes... On annonce comment le libérer, non? Comme ça, on le libère, c'est bien. Parce qu'on a libéré sa femme, non? On avait libéré sa femme. Sa femme avait au moins 3 procès. Elle m'a dit que par rapport aux autres aides, mais elle ne peut pas être... Donc on a libéré seulement pour quelques... Donc il faut qu'on le libère. Là même les artistes seront libérés dans leur cœur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu poses la question à un artiste, il a peur de répondre. Par rapport à Laurent Gbagbo, non. Il a peur de répondre. Donc c'est comme si, non, tous les artistes de la Côte d'Ivoire aiment Gbagbo jusqu'à... Donc je suis sûr que si on libère Laurent Gbagbo, non, les artistes sont aussi libérés dans leur cœur. Pardon, si vous avez constaté qu'il n'est pour rien, libérez-le. C'est mieux, les problèmes ne sont pas bien. Vous souhaitiez rebondir sur la question, Bombok Bengan? Oui, absolument. Je voudrais dire que là, c'est un procès politique. En fait, les juristes qui nous suivent, qui nous suivent me pardonnent. Et on a voulu maquiller en y mettant des éléments juridiques pour amener à un procès, mais c'est un procès purement politique. En quoi la gestion des élections, parce qu'il est allé là-bas, parce que semble-t-il, il a mal géré les élections, il a tué les gens. Là, le contentieux électoral peut amener quelqu'un en prison. C'est terrible quand même. Terrible. D'accord. Allez, merci. De toutes les façons, j'espère que nous prendrons l'élément d'interpellation ce jour pour que nous puissions également écouter les avis des uns et des autres qui suivent l'actualité tant sur le plan local qu'international. Voici interpellation. Il faudrait qu'on cesse de piller les chefs d'entreprise qui passent leur temps à se forger, à se mûrir, à créer des entreprises et puis les impôts viennent s'installer. On ne sait même ce qu'ils demandent pour après aller construire des gratte-ciels, on ne sait où. Donc il faut qu'on limite un peu des choses. Permettez aux chefs d'entreprise, ceux qui ont des idées créatives, d'aider aussi les autres.
Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs au quartier, des gens fréquents des pas et autres, les licenciés, 4-5 licences, ils sont au quartier. Donc il faudrait qu'on essaye de voir la position. Si déjà l'État ne parvient pas à les employer et que le privé essaye de le faire, hein, et on paye les impôts, on ne voit pas où ça part. Voilà les routes. Tu ne peux pas quitter d'ici pour Konsamba sans éclater une roue. Hein. Tout est cassé en route là, partout. On dit seulement les routes de Yaoundé qui sont un peu bien. Hein. Oui, mais celui de l'axe la nationale numéro 5, elle est négligée partout là. Mais il faut voir comment le week-end, la prévention vient s'installer. Hein? Moins d'infractions, c'est 25 000. On ne sait pas où ça part, on ne sait pas. Et ils délivrent des reçus. On n'a jamais vu, on nous déclare jamais à combien s'élever les caisses de l'État au trésor. Jamais. Et tout ça, on voit les gendarmes rouler avec des grosses voitures par-ci, par-là. Donc vraiment, c'est marrant pour nous les Camerounais. Diminuer aussi le coût des impôts pour nous soulager. Les Camerounais s'interrogent en tout cas sur la gestion de ces ressources financières et surtout de nos axes routiers. Lorsqu'on parle des impôts et tout cela, cela amène également, on va le dire, hein, à écouter effectivement ce Camerounais qui s'est exprimé, à se demander mais où va finalement le Cameroun, Bombok Bengan. Surtout où va l'argent des impôts. L'argent des impôts devait contribuer au développement du pays. Mais je constate comme lui qu'il n'en est pas question. Voilà, ça va peut-être dans la poche, pas peut-être, ça va dans la poche de certains, de ceux qui nous dirigent. Et il n'y a pas de route. Il a parlé de Douala en Konsamba, moi je peux ajouter Douala Bafoussam jusqu'à Bamenda, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est même l'une des preuves qu'on doit nous enlever cette canne-là. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Bafoussam, Yaoundé, il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas quitter Douala, arriver à Kousseri. D'abord, entre Garoua et Kousseri, il n'y a pas de route. Donc, voilà dans quelle situation on se trouve. Et les impôts, on augmente toujours l'assiette fiscale et on ne sait pas où va l'argent des impôts. D'accord. Charles Armel, quelle réaction après justement l'écoute de cet avis du téléspectateur? Il a soulevé 3 points. Le premier point, c'est la présence des multiples points de péage où les gens vont payer de l'argent. On ne sait pas où va l'argent du péage qui est censé aménager et entretenir nos différents axes routiers. Il faudrait que nos axes routiers soient entretenus. Lorsque vous allez du côté des DEA, sur l'axe des DEA, lorsque vous arrivez à Boum-Yébel, lorsque vous arrivez au niveau de Konsamba, lorsque vous traversez Konsamba, vous vous rendez compte que toutes ces zones où il y a des péages, la circulation, c'est des nids de poules, c'est de l'aménagement. Lorsque vous prenez l'axe Yaoundé, Ndikinimeki ou Makenene, vous vous rendez compte que tout le tronçon vous traversez au niveau de Bafia, ça ne vaut véritablement pas la peine avec de nombreux nids de poules. Il a soulevé l'autre question, la question de la forte pression, c'est-à-dire ces différents barrages routiers qu'on a sur la voie, avec ces propriétaires, ces différents inspecteurs, gendarmes, maréchal de logis et tout ça, qui carrossent aujourd'hui, et c'est vrai, lorsque vous allez vous arrêter, prenez la peine de vous arrêter, même ne serait-ce qu'ici avant Bekoko, vous allez vous rendre compte que ceux qui gèrent les routiers qui sont à ce niveau ont des grosses voitures, ce n'est pas des voitures de 15-20 millions. Est-ce que le salaire qui leur est versé leur permet, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de pouvoir s'offrir ce type de véhicule? En tant de points d'interrogation qu'il faut mettre à ce niveau. Ils ont soulevé l'autre question de la pression fiscale qui pèse véritablement sur les différents usagers, non seulement de la voie, les chauffeurs, les différentes structures, les entreprises qui doivent accompagner. On se rappelle de ce monsieur qui avait lancé un jus de fruits qui était très prisé. Il s'est retrouvé pris sous la pression fiscale à telle enseigne qu'il a fermé. On se rappelle de celui qui importait, ce monsieur qui importait l'huile Vigor. Si vous avez connu le monsieur qui importait l'huile Vigor, il a commencé avec un conteneur de 10 pieds, on a laissé un conteneur de 20 pieds. Lorsqu'il atteint 40 pieds, il y a eu tout un ensemble de tractations, de redressements et tout. Il s'est retrouvé avec une facture, il n'a pas pu payer. Conséquence, ses conteneurs ont été bloqués et il a chuté. Donc c'est dire que la pression fiscale, elle étrangle pratiquement tout le monde. On devrait laisser une politique pour permettre à tous ceux qui créent une entreprise, qu'ils veulent se lancer, au moins de commencer même sur 4-5 ans avant de pouvoir gérer. Donc voilà. La pression fiscale, on en reparle encore aujourd'hui, mais Guy, cela n'est pas non plus pour faciliter la vie aux uns et aux autres. Hein, à écouter effectivement ce téléspectateur qui a réagi sur justement comment est-ce que le pays est géré. On se demande où va effectivement l'argent de ces différents péages avec les nids de poules. On en parlait dans nos différents axes routiers qui
sont une véritable curiosité, hein, si vous voulez, une attraction particulière lorsqu'on arbore, que ce soit l'axe lourd Douala Bafoussam ou et même Douala et Yaoundé, carrément. Mais oui, la pression fiscale, moi, je pense qu'elle devrait être appliquée en fonction justement des revenus de tout un chacun. Mais on a l'impression que c'est les pauvres qui aujourd'hui en ont pour leur grade. Mais bon, quand on regarde aujourd'hui justement la situation économique de notre pays, en termes d'infrastructures, aujourd'hui on en est à parler de l'état des routes, de l'état de nos hôpitaux, de l'état même on parle des stades, la construction des stades, toutes ces infrastructures-là qui subissent je ne sais pas, beaucoup de critiques, beaucoup de discussions. On se demande bien où va l'argent des contribuables camerounais. On a des postes de péage qui engrangent des milliards par mois, par année. À quoi sert cet argent quand on regarde l'état de nos routes? Vous ne pouvez pas faire Douala Bafoussam. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un habitué de ce tronçon, vous allez vous retrouver en train d'aller dans des ravins parce qu'il y a des nids de poules. Partout, on a des membres du gouvernement qui empruntent ces routes-là, qui voient comment les routes sont dégradées. Ça ne leur dit rien du tout. Ça ne leur dit rien du tout. Mais tous les jours, on demande aux gens de faire ci, de cotiser pour ça. Il y a de l'argent qui est prélevé sur l'argent de tous les citoyens camerounais. C'est quand même aberrant qu'on se retrouve dans un pays comme ça où rien ne marche. Il n'y a aucun domaine dont on ne peut faire des critiques. Tous les domaines sont critiquables au Cameroun. Rien ne marche. C'est quand même ça dépasse quand même l'entendement. À quelques mois de la Cannes édition 2019, bon Bengan, je suis quand même curieux. Hein. De toutes les façons, peut-être qu'il y aura une sorte d'aménagement particulier de ces différents axes routiers là pour permettre la libre circulation des uns et des autres, et même des étrangers qui viendront, qui sont supposés venir au Cameroun pour vivre cette édition, ce rendez-vous du football. Oui, le gouvernement a bien fait d'abandonner le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé pour parler de revêtement confortatif voilà, des axes routiers. Donc on viendra, nous on appelle ça au quartier reprofilage des trous, on appelle revêtement confortatif. Donc, on va donc procéder comme ça à revêtir confortablement nos axes routiers qui existent. Et ce sera tout, malheureusement, parce que semble-t-il encore on a posé la première pierre à Bafoussam dernièrement pour un hôpital. Et cet hôpital de référence-là va-t-il sortir de terre avant la Cannes? Je n'en sais rien. Parce qu'on n'a pas parlé d'approvisionnement en matériel technique de l'hôpital régional de Bafoussam. On parlait d'une nouvelle. Bon, on attend de voir, mais ce sera curieux quand même. Et sans oublier qu'on n'a pas de voie ferrée. Oui, depuis l'accident d'octobre, l'année dernière, on n'a même pas de voie ferrée. Mais on parle même de construction d'hôpitaux. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Quand on va ériger des bâtiments, mais qu'est-ce qui va entrer dans ces bâtiments? Quand aujourd'hui on a des problèmes comme l'acquisition des kits de dialyse. Voilà. Franchement, 5000 kits de dialyse, déjà c'est insuffisant et on ne les a même pas reçus. Ça coûte combien quand on veut regarder, quand on parle du plateau technique des hôpitaux? Les kits de dialyse, c'est vraiment je vais dire à peu près le b.a.-ba. Mais on a des problèmes déjà à ce niveau-là. Combien de fois pour Comment comprendre qu'on va importer l'eau, le glucosé, l'eau salée, le salé? Mais puisqu'on importe le salé, on va importer le salé, le glucosé dans un pays comme le Cameroun. C'est pas une surprise, puisqu'on importe même le cure-dent. Imaginez-vous que l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa était censé contenir les populations venant de Logbaba, cité de Palmiers, une partie de Makepe, village et tout, les contenir à ce niveau. Est-ce que vous savez que c'est pas fini? Que ce n'est que la partie chinoise qui est achevée, la partie camerounaise encore n'est pratiquement pas achevée dans le processus. Savez-vous qu'à ce niveau, les prix sont tellement onéreux que les mêmes malades quittent la zone de Harid, quittent la zone pour repartir, venir ici au niveau de l'hôpital à Kentini. Mais on donne des noms, rien que des noms, mais au fond, franchement, c'est des coquilles vides à mon avis. Et je pense même que le signal avait été donné lorsqu'on terminait à peine. Je pense d'une médecin Ngokana, gynécologue obstétricien, elle était d'ailleurs morte là. Ça nous montre dire qu'elle travaille dans cet hôpital qu'on dit obstétrique et tout.
elle a un problème d'accouchement, là où elle travaille, on ne peut pas la prendre en charge. C'est à l'hôpital général qu'elle est allée, et parce qu'elle n'a pas pu déposer la caution, elle en est morte. La curiosité, justement, est que c'est dans ce contexte que nous aspirons à l'organisation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vivement que ceux en charge de prendre les décisions qui vont impacter sur le Cameroun tout entier et sur le vécu au quotidien des uns et des autres s'attellent à prendre la décision sage qui est celle peut-être de rebourser chemin quant à oui, absolument. Voilà, adresser une lettre à la CAF en leur disant qu'on n'est pas prêt. Voilà. Par exemple. On n'est pas prêt. Didier Patrice, moi je vais dire ceci, si vous voulez les routes, demandez que le pape vienne, et qu'il vienne à Bafoussam, et qu'il passe par la route, qu'il prenne par l'avion. Qu'il arrive, il atterrisse à Douala, maintenant il va visiter la population de Bafoussam en prenant la voiture. On aura les routes comme ça là. Après, maintenant, peut-être un an après, on dit que Macron arrive au pays. On va arranger les routes. Donc, non, ce sont les étrangers qui nous poussent à arranger les routes. Donc, c'est mieux que vous venez. Quand vous venez même prendre notre argent, non. Nous aussi, maintenant, la population profite. Mais la preuve, on a eu l'installation du data center, l'inauguration du data center chez une société de téléphonie mobile. En quelques jours, la route... Voilà. Vous ne pouvez plus circuler. Les nids de poules sont bien revenus maintenant. C'est comme les nids d'éléphants, maintenant des mammouths. C'est les nids de mammouths. C'était vendredi, effectivement, je confirme. Donc c'est une route qu'on avait aménagée juste pour... On a malaxé un peu de sable là avec revêtement confortatif finalement. Bon, de toutes les façons, on a tellement de slogans chez nous que on ne sait plus à quel sens vouer. Hein. L'espoir, on veut croire, est pour demain. Vivement que quelque chose soit fait parce que l'urgence, semble-t-il, est chez nous. Merci, on va s'arrêter là le temps d'une seconde et nous permettre, pourquoi pas, d'accueillir notre partenaire qui nous a rejoint sur ce plateau et que nous allons découvrir juste après ceci. Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Bertrand Lé nous a rejoint, bonjour. Bonjour DJ et bonjour à tout le panel ce matin. Nous parlons de Sanza Nightclub encore aujourd'hui. Vous allez certainement nous présenter la structure de manière générale pour ceux qui vont la découvrir aujourd'hui parce que nous sommes déjà bien imprégnés de ce qui prévaut là-bas et puis nous parlerons également des soirées à thème qui sont organisées de ce côté-là, Bertrand Lé. Bien sûr que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin doivent se dire la Sanza, est-ce déjà à Douala? Oui, c'est déjà dans la ville de Douala. C'est vrai, la Sanza existe depuis plus de 5 ans déjà, basée du côté pour la direction générale, basée du côté de Yaoundé, montée Elik et Sono, laquelle Sanza a vu naître une autre entité de ce côté-là qui s'appelle l'Omvet VIP, située à l'hôtel Le Député sans publicité. Donc pour vous, populace de Yaoundé, vous n'avez plus à vous ennuyer, vous n'avez plus à vous déranger en matière de divertissement et de détente du côté de la capitale politique. Alors le seul endroit, et il y a bien sûr la seule direction à prendre lorsque vous pensez ou imaginez où aller s'amuser vraisemblablement, c'est donc à la Sanza Nightclub Monté Elik et Sono à Yaoundé ou au Mvet VIP à l'hôtel Le Député. Donc on prend le chemin pour Douala. Et il est installé en plan aqua, le meilleur endroit qu'il faille choisir pour vous amuser vraisemblablement et écouter le meilleur de la musique en matière de programmation, en matière d'exclusivité et de nouveauté. Vous faites donc une chute libre à partir de 17h à la Sanza Nightclub de Douala, situé juste sur le dos de l'immeuble Sokar. 17h, pourquoi? Parce que notre lounge, il est ouvert à partir de 17h, donnant
ainsi le plaisir à ceux-là même qui va aux occupations depuis le matin et qui s'arrête à 17 h de prendre un temps soit peu un moment de s'amuser, d'échanger avec des collègues, pourquoi pas des amis, des frères et sœurs qui veuillent bien venir mener une petite causette en matière d'entendement. Chez nous, la musique elle est tamisée vraisemblablement pour laisser l'écoute à ceux-là même qui arrivent pendant ces heures-là. Et lorsqu'il est 22 h tout pile, le nightclub vous ouvre grandement ses portes. Question de permettre à toutes ces personnes qui nouvellement arrivent dans la ville de Douala et qui veulent vraisemblablement découvrir ce temple et joyau architectural d'avoir un regard particulier sur le décor féerique que leur offre la Sanza Nightclub de Douala. Ainsi prend l'envol des thèmes des soirées et le lundi vraisemblablement nous vous offrons l'opportunité de vivre uniquement à la Sanza et nulle part ailleurs. Une idée germée de notre direction commerciale des soirées piscine parties. Alors, vous découvrez, eh bien, ça c'est clair que l'opportunité de la curiosité vous laisse venir très souvent. Le mardi, soirée sexy Ladies Night avec la soirée Seduction Night. La jeune féminine prend la direction pour s'amuser véritablement, c'est les vacances, et nous leur offrons cette opportunité-là tous les mardis. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, soirée Créa Show, donc une idée originale et la créativité qui se propose au devant de toutes ces personnes qui fassent le déplacement vaut le coup de vivre, vraisemblablement. Faites le déplacement, vous trouverez satisfaction. À côté de cette créativité qui vous est proposée, nous avons donc l'agencement musical mené de main de maître par nos DJ Performance, à savoir DJ Ferdi, DJ Malheur. Il est bel et bien également dans la place DJ Kenzo et l'enflammeur des scènes de par ses atalakou, DJ La Flamme. Jeudi, soirée véritablement glamour et sexy. Nous avons donc l'opportunité de vous offrir un défilé apparent qui vous offre une cagnotte à la clé de 115 000 francs à partager. Le vendredi et le samedi, un choix pour vous qui ne sortez pas en semaine de véritablement venir vous amuser avec autant de chansons proposées jusqu'à la dimanche. Chez nous, le client est un roi, nous leur faisons la part belle. Le dimanche, la discothèque de papa pour les titres souvenirs. Nous vous permettons de vous amuser à partir de 17 h jusqu'à l'aube, car nos matinées des vieux mènent une continuité entre 17 h jusqu'à la fermeture. Ici, le client s'amuse vraisemblablement et se rappelle du bon vieux temps, les musiques qui ont bercé leur tendre enfance. C'est à la Sanza et nulle part ailleurs. The best place to be in town. Des places to be, d'accord, on l'a retenu. Bertrand Lay, je pense que nous devons également revenir le temps d'une seconde sur les soirées artistiques qui sont organisées à la Sanza. Exactement, nos soirées artistiques partiront de Yaoundé, car nos programmations sont menées de Yaoundé pour Douala. Donc ce jeudi, à Yaoundé, à la Sanza Monté Eliki Sono, on a l'artiste Mr. Léo, après sa tournée européenne, qui a décidé comme ça de nous présenter son nouveau maxi-single du côté de la Sanza Monté Elik et Sono. Ce sera également jeudi, je vous l'ai dit, hein, demain, ne manquez surtout pas, prenez ce rendez-vous de ce côté-là. Le vendredi qui va suivre, ce sera Onvet VIP, la Matel 5G, elle aime bien se faire appeler, elle présentera là et ressassera, n'est-ce pas, ces titres qui nous ont fait véritablement danser, qui continuent à nous faire danser. Elle s'appelle Mama Ngeya, Onvet VIP pour vendredi. Dimanche, la discothèque de papa fait renaître un artiste qui a disparu sur les scènes au Cameroun parce que vivant en Hexagone, mais il est au Cameroun pour les vacances et a bien voulu vous offrir son répertoire. Il s'appelle Manolo, dimanche à la Sanza Night Club de Yaoundé, Monté, Elik et Sono. Ne manquez surtout pas de prendre ce choix pour vous amuser s'il faille sortir. Merci Bertrand Lay, nous ressortons avec ceci. Pourquoi les messages n'arrivent pas? Je ne comprends pas. Tous les soirs, avec ces concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine, de lundi à samedi dès 22 h et tous les dimanches à partir de 18 h.
16 écrans de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16 écrans de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Retour sur ce plateau du 10-12 au Zénith en ce jour de mercredi. Megui nous a quelques messages. Voilà Armand Cédric qui nous dit la fiscalité au Cameroun n'est qu'un réseau de voleurs de la base au sommet. Qui dit mieux? Personne? Et donc, Joachim de la Cité SIC également, qui nous a écrit quand celui-là qui doit réprimander ces choses, là lui-même dit, vous les avez mis dans la sauce. On s'attend à quoi? Donc, je crois que ça, c'est par rapport à la colère de Charles Armiel. Donc, il dit que quand le président même de la République, qui doit pouvoir réprimander ces choses, à ces petites paroles déviantes qu'on retrouve dans nos chansons, lui-même est partisan en disant vous les avez tous mis dans la sauce et vous leur avez fait ça cadeau. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, moi personnellement, je dis depuis lundi, que les choses qu'il y a à faire pour l'épanouissement de ce peuple, le président et son régime ne peuvent plus. Et quand on ne peut pas, on laisse. Donc je pense que c'est pas compliqué, parce qu'il nous a encore habitués. Je pense que c'était un 10 février, il y a 3 ans de cela, il disait, il fait les bains sikines. Quand un chef de l'État vous dit que être bain sikineur, c'est un métier, non, entre nous, voilà un ingénieur qu'on a reçu ici. Un ingénieur qui sort des universités d'État avec un projet qui est, je veux dire, apprécié par les Américains qui donnent 1 000. Et on lui dit, le même président dit qu'il a créé une banque de PME. Quelqu'un qui vous dit, je vais transformer tous les déchets plastiques en pavés, on ne l'accompagne pas. On ne l'accompagne pas. Et, vous voyez, et justement, dans ce sillage, on a ce message qui nous vient de l'Europe, qui nous dit, je vous propose de faire appel au financement privé. Je crois qu'il s'adresse à notre invité. Voilà. Merci de lui donner mon numéro à ce jeune, au cas où il serait intéressé pour une levée de fonds de 80 millions de francs CFA pour mettre sur pied ce projet. Je pense que ce sera cela, voilà. Puisque le jeune nous a dit même que même le GICAM, auprès de qui il est allé depuis 5 ans, ça ne marche pas. N'accompagne pas finalement le projet incroyable. Hein. Pourtant, la question sensible au-delà de la transformation, il y a la protection de l'environnement qui est l'une des préoccupations fondamentales de tous les Camerounais. D'ailleurs, ce sera l'objet peut-être de notre sortie d'antenne ici. Je vous suggère également de revenir sur l'information que nous avons tirée de la nouvelle expression ce matin, portant arrêté du ministre Philemon Yang, qui met sur pied un comité chargé justement d'examiner les questions liées à la dotation spéciale. Parce que j'ai envie de m'appuyer là-dessus, de m'apesantir là-dessus. La dotation spéciale du chef de l'État accordée aux victimes de l'accident ferroviaire des ECA. En réalité, j'ai envie de dire, on va m'accuser par exemple d'être de mauvaise foi, mais non, je pense que c'est un comité juste pour répartir les 1 milliard. Là, avait-on besoin d'un comité pour la répartition? Voilà c'est là toute la zone d'ombre quand même. Puisqu'en fait, lui-même, parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que, quand on parle de Camrail, l'État du Cameroun est actionnaire à Camrail. On voit seulement Bolloré. Pourquoi l'État du Cameroun, actionnaire de Camrail, au même titre que Bolloré, cet État-là n'intervient pas pour voir, pour nous dire même, il y a eu des disparus qu'on n'a pas reconnus. Apparemment, il y a un avocat là dont son épouse a disparu là, après avoir acheté un ticket. Donc, on n'a pas besoin de constituer, même sur le plan officiel, on sait 79 morts. On a peut-être répertorié les familles. Mais quand on répartit cet argent, ça, on n'a pas envie de créer tout un comité pour cela. Et quand on sait, Charles Armel, que les fonds vont devoir être débloqués également pour les mouvements de ce comité que l'on impose justement donc à l'examination de tout ce qui a trait justement à la dotation spéciale de Paul Biya. Qu'on dise concrètement que le fonds qui sera alloué à ces différentes victimes, il sera dans l'ordre de 700 millions parce que les 300 millions vont permettre au fonctionnement du comité mis en place pour la gestion de la répartition. Et qu'entre-temps, il y aura des pauses, il y aura des réflexions, il y aura des analyses, il y aura des réductions du coût
qui aura reste même à la fin, un reste qui certainement ne sera reversé entre guillemets dans les caisses de l'État. On sait comment ça va se passer, on sait comment les partages se font. On va donner à certaines personnes qui vont arriver, qui vont estimer, qui vont passer des nuits blanches. Il faudra acheter un matériel technique, des ordinateurs, il faudra des voitures de service pour rallier Douala Yaoundé, des bombes de carburant qui vont seul sait combien de fois il faudra rallier ça va passer par des cabinets d'audit. Voilà, Ezeka par semaine. Oui, ça va passer par des cabinets d'audit, une expertise, une réexpertise, une contre-expertise. Et c'est là où on va ériger la stèle que le président a dit. On n'a même pas encore trouvé le site, mais on va faire les levées tablographiques. Que vraiment, en toute honnêteté, les gars, les victimes, la table sur 500 millions. Oui. Sinon, on te donne combien prend. Merci, allons voir ce qui... oui, Megui, d'accord, gardez la parole. Et puis, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Voilà, on connaît. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun. Donc, Patricia Douala, bonjour à vous. Si la CAN est organisée au Cameroun, il n'y a pas de l'eau dans nos villes. Nos routes avec des nids de poules, on attend quoi pour reconstruire nos routes? Nous aimons toujours faire les choses à la camerounaise. Ce n'est pas une bonne référence. Non, il a peut-être pas compris que le ministère des Travaux publics a dit qu'on va procéder au revêtement confortatif de nos routes. Ça veut dire que si l'épaisseur était de 1,6 cm, on va ajouter encore 1,5 revêtement confortatif. S'il n'y a pas de garde-fous, on va mettre les garde-fous parler comme au quartier. On va mettre ça. Donc c'est ça le revêtement. Voilà les panneaux. Voilà, les panneaux. Donc je vais les panneaux. Mais ne cherchez pas l'éclairage. L'éclairage, ce sera un autre revêtement. Pour l'instant, c'est le revêtement confortatif. Et horizontal, pas vertical. Un revêtement confortatif qui risque de s'apparenter effectivement à ce qu'on appelle généralement le provisoirement définitif, etc. Parce que nous savons généralement ce qui se fait. On a aménagé un site pour abriter le démarrage des travaux du second pont sur le Vouri. On sait ce que le site est devenu à ce jour-là. Donc du coup, c'est pratiquement le même théâtre partout, Megui. Kamdem Tago, je vais vous dire que c'est comme si vous ne connaissez pas bien notre pays, le Cameroun. Si c'est des postes qu'il faut créer pour bourrer les caisses de l'État, on peut en faire en 24 heures. Merci pour votre émission. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont laissé un petit mot ce jour. Le petit coup de gueule pour sortir va porter, il sera très court, il porte sur la protection effectivement de l'environnement et croire que les projets porteurs, comme on aime bien les appeler lorsqu'il s'agit d'écumer les plateaux de radio et télévision en costume et cravate et dire combien le gouvernement est au service effectivement de la nation et de l'accompagnement de cette jeunesse-là qui est pétrie d'un talent indescriptible. Franchement, il y a encore quelques zones d'ombre qu'il faut absolument dissiper. Madame, monsieur, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette production. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Equinox Télévision. À demain. Au revoir.